Voilà, bien le bonjour dans dans ce nouvel épisode. Nous avions parlé donc des fonctions, des combinaisons linéaires, et puis avec à cette occasion donc des fonctions à support fini. Et nous étions demandé, est-ce que phi-f est une bijection entre les fonctions à support fini et l'espace vectoriel qui contient les vecteurs de la famille? Alors, c'est une excellente question, mais elle n'a aucun sens si les fonctions à support fini n'ont pas la même structure que l'espace vectoriel. Je vous rappelle, voici les conditions pour être un espace vectoriel. Voici ce qui est vérifié par Vn. Il faudrait que ces fonctions à support fini satisfassent les mêmes propriétés. Il y a encore les propriétés de la norme, mais ça, c'est une autre histoire qu'on va laisser pour le moment. On verra ça plus tard, quand on s'intéressera, je veux dire, à la mesure de distance, au produit scalaire, aux déterminants, etc. Bien, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit voir si ces fonctions à support fini satisfont des propriétés analogues à ça. Donc, première question, est-ce qu'il y a une loi de composition interne et une action? Est-ce que ces deux objets existent pour ces fonctions à support fini? Bon, alors regardons peut-être un exemple de ce que je veux dire par fonction à support fini. On va regarder ici le tableur. Alors ici, vous avez ces différentes colonnes représentent des fonctions. Alors ici, vous avez les indices. D'accord? Donc ici, ce serait l'ensemble des indices qui va de 1 à 7, tous les entiers de 1 à 7. Et on prend une première fonction, f, qui à 1 fait correspondre 1, à 2, 2, à 3, moins 1, puis après que des zéros. Je vous rappelle que, donc, que ces fonctions, elles doivent être presque tout le temps nulles, sauf sur un ensemble fini. Alors voici f, on peut la représenter d'ailleurs, ici sur les axes en bas de l'écran. Voilà la fonction f. Voilà, donc à 1, elle fait correspondre 1, à 2, 2, à 3, moins 1, et puis ensuite que des zéros. La fonction juste à côté, fonction g, elle aussi, elle fait correspondre à chaque indice une valeur. Alors bon, j'ai mis des entiers, mais ça pourrait être des réels, ça ne change pas. Voici la fonction g, ici en bleu. Donc la fonction f en rose et g en bleu, là les valeurs se chevauchent. Et on pourrait se demander, quelle serait la somme de ces deux fonctions? Le plus simple, c'est de faire la somme terme à terme, ce qui est juste à côté. Donc si on a f plus g, qu'est-ce qu'est la valeur en i de f plus g? C'est la valeur en i de f de i, plus la valeur en i de g de i. Alors, ça nous donne ici ces points là en vert clair. Voilà, ça c'est la somme. Donc c'est la fonction qui est somme de la fonction f et de la fonction g. Donc la somme, c'est juste la somme terme à terme. Je le cache un instant. Et puis l'action, comment est-ce que j'agirais sur f? Je n'ai plus besoin de g là. Comment est-ce qu'on agirait sur f? Pour agir sur f, la façon la plus simple, ce serait encore de multiplier f par un nombre. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire que 3 agit sur f? C'est que l'action de 3 sur f, sa valeur en i, c'est 3 fois la valeur de f en i. Ce qui nous donne ces valeurs-là, ici en violet. Voilà, donc la valeur en 1 a été multipliée par 3, la valeur en 2 a été multipliée par 3, ici la valeur en 3 a été multipliée par 3, etc. Donc c'est ça, je veux dire, les opérations, les lois sur ces fonctions à support fini. C'est celle qui nous semble plus naturelle en tout cas. Alors, prenons deux fonctions, f et g, qui sont à support fini, et un scalaire, et essayons de définir les choses. Alors, d'après ce qu'on avait vu, f plus g de i, c'est f de i plus g de i, c'est ce qu'on avait vu, c'est ce qu'on veut en fait. Lambda f, quand on agit sur une fonction lambda f de i, c'est lambda fois f de i. Donc ici, il s'agit de l'addition
dans les fonctions, l'addition de deux fonctions, et ça, c'est défini par l'addition entre deux nombres réels ici. Et l'action des scalaires sur les fonctions, c'est défini par une multiplication par un scalaire. Alors, là, il faut multiplication de scalaires. Là, il faut vérifier en fait que on fait les choses correctement. C'est-à-dire, si on prend deux fonctions à support fini, est-ce que le résultat, est-ce que la somme est encore une fonction à support fini? Et si le lambda, si on agit sur f, est-ce que le résultat est encore une fonction à support fini? Alors pour ça, on peut définir le support de f. Voilà. Le support de f. Alors le support de f, c'est l'ensemble en fait de toutes les valeurs, c'est l'ensemble de tous les indices tels que f est non nul sur cet indice, prend une valeur non nulle. Si on réfléchit un instant, le support de la somme, c'est contenu dans la réunion des supports de f et de g. Pourquoi? Déjà, pour que f plus g soit non nul, il faut que f ou g soit non nul en i. Donc, c'est contenu dans au moins l'un des deux. Et ensuite, il se peut, là on n'a pas l'égalité, parce qu'il se peut que par exemple f et g soient opposés sur une valeur, et donc que ça donne 0, même si f et g ne sont pas eux-mêmes nuls sur cette valeur. Donc on a le support de f plus g qui est contenu dans le support de f union le support de g. Bon, mais si support de f et support de g sont finis, leur réunion est finie aussi, donc le support de f plus g est fini. De même, si on a lambda qui agit sur une fonction f, le support de lambda f, c'est quoi? C'est l'ensemble des valeurs pour lesquelles lambda f est non nul, l'ensemble des i tels que lambda fois f de i est non nul. Il faut pour ça que f de i soit non nul, donc on a l'inclusion comme ceci. Et ce n'est pas une égalité pour le cas où lambda en fait serait 0. Si lambda est 0, ceci est vide, et puis ceci n'est pas nécessairement vide. Mais bon, de toute façon on a cette inclusion, et si le support de f est fini, alors l'action lambda f donne une fonction qui a support fini aussi. On a donc nos deux lois qui sont bien définies à ce moment-là, deux lois qui vont des fonctions à support fini, ici, dans les fonctions à support fini, et là, un réel et une fonction à support fini dans une fonction, dans l'ensemble des fonctions à support fini. Il reste à vérifier, bon, c'est un peu de longue haleine, mais maintenant, il faut vérifier que ceci satisfait les mêmes propriétés que les espaces vectoriels. Alors pour ça, il va nous falloir la fonction nulle et la fonction opposée. La fonction nulle, c'est la fonction qui donne tout le temps 0, 0 de i, c'est tout le temps 0. Donc petit abus, ce 0 ici représente une fonction. C'est la fonction qui prend toujours la valeur réelle 0, quel que soit l'indice. Et l'opposé, on sait ce que c'est pas très difficile. L'opposé de f en i, ça va être l'opposé de la valeur de f en i. Bon. Donc ici on a une fonction, là c'est la valeur de cette fonction en i, qui est définie par l'opposé de la valeur de la fonction f en i. Alors, il faut vérifier maintenant toutes les lois. L'associativité, toutes les propriétés. L'associativité, l'associativité c'est assez facile à vérifier, même si c'est long. Qu'est-ce qui se passe? En fait, pourquoi est-ce que l'addition de ces fonctions est associative? Si vous prenez cette formule, l'associativité, le membre de gauche en i, c'est f plus, quand je développe ça fait f plus g évalué en i plus h de i, et je redéveloppe cette chose-là, ça fait f de i plus g de i plus h de i. La même chose pour le membre de droite ici, si on évalue en i, ça nous donne cette formule-là, et là on reconnaît quoi? On reconnaît la somme de trois nombres réels. Ici, on a trois nombres réels où on a déplacé les parenthèses. Mais l'associativité dans les nombres réels nous dit c'est la même chose. Donc en gros, ces deux termes, ces deux expressions sont les mêmes, quel que soit i. Et comme c'est vrai, quel que soit i, c'est tout le temps vrai. Bon, les autres propriétés sont extrêmement faciles à vérifier. Le neutre, c'est facile. Si vous ajoutez 0 à chaque fois, ça restera la même chose. L'opposé, c'est facile aussi, ça se démontre de la même façon, mais en beaucoup plus simple que ce qu'on a fait tout à l'heure. La commutativité sort aussi de la commutativité des nombres réels, de l'addition de nombres réels.
Le fait que quand moins 1 agit sur f, ça nous donne l'opposé de f, ben, ça aussi c'est extrêmement facile, c'est par cette formule-là, par définition quasiment. Quand deux scalaires, la distributivité si vous voulez, de l'action par rapport à l'addition de scalaires ici et de vecteurs là, ben, c'est automatiquement vérifié parce que c'est en fait la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dans les réels. Quand on évalue dans tout indice, ben, ceci nous donne quelque chose de toujours vrai. Même l'autre distributivité, c'est pareil, c'est le même processus. Ça, l'associativité, c'est donc cette fausse associativité, la produit de scalaires qui agissent sur f, c'est en fait l'action de l'action sur f. Ben, cette chose-là, en fait, c'est aussi l'associativité. C'est l'associativité de la multiplication. Quand on évalue en i, c'est simplement l'associativité entre trois nombres réels qu'on multiplie entre eux. Ensuite, le fait que R est un corps, c'est une propriété absolument essentielle, ben ça on le sait déjà. Donc il n'y a rien à vérifier, R est un corps. Et finalement, ben, les deux autres propriétés annexes, qui est 0 fois f égale 0 ou 1 fois f égale f, ça sort de toutes ces propriétés-là, mais on pourrait aussi le démontrer directement. Donc voilà, en résumé, nos fonctions à support fini forment bel et bien un espace vectoriel, elles satisfont toutes les propriétés des espaces vectoriels. La norme, on l'a laissée de côté, mais c'est-à-dire, maintenant, pourquoi on a fait tout ça? C'est juste pour se dire, en fait, cette fonction phi-f, elle est intéressante. Elle est intéressante parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ressemble à un espace vectoriel d'un côté, vers un espace vectoriel euclidien de l'autre, et on s'intéresse vraiment à savoir, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a moyen de rendre ça pareil? Est-ce que phi-f peut être une bijection? Merci beaucoup. La prochaine fois, on va étudier les familles libres pour voir à quelles conditions phi-f est injective.